On va commencer notre deuxième séance. Donc hier, on avait vu une séance introductive à la bactériologie médicale. Aujourd'hui, nous allons faire une séance introductive aux antibiotiques. Donc, comme nous avons fait hier, je vais essayer de formuler des objectifs de cette séance et on va discuter du fait de les avoir atteints ou non à la fin de la séance. Donc, comme premier objectif, nous allons essayer de cerner ensemble la problématique existante autour du cours des antibiotiques. Donc ça, c'est un secret pour personne. C'est un cours qui pose beaucoup de problèmes aux externes, que ce soit les externes en médecine, les externes en pharmacie, même les internes préparant leur concours d'accès au résidana, et même les résidents en microbiologie médicale souffrent de le cours. Donc nous allons essayer, comme on a fait hier à la microbiologie, ou plutôt à la bactériologie plus précisément, de cerner qu'est-ce qui fait la difficulté ou qu'est-ce qui rend ce cours problématique. Évidemment, le but de cette procédure, ça sera de trouver une solution à cette complexité. Deuxième objectif, ça peut vous paraître un objectif simple, mais c'est pas aussi simple que ça, de bien comprendre la définition d'un antibiotique, parce que ce terme, il est utilisé à tort et à travers, et généralement, cette utilisation-là lui fait perdre son sens. Disons son vrai sens. Ensuite, j'ai pour habitude d'entreprendre le cours des antibiotiques en parlant tout d'abord de la résistance. Donc c'est un peu différent de ce que font les microbiologistes généralement. Ils commencent tout d'abord par parler des antibiotiques, on ils parlent de la résistance. Moi, j'ai pour habitude généralement de toujours parler de la résistance avant de parler des antibiotiques. Je pense que vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la séance. Comme quatrième objectif, évidemment, je vais vous proposer une approche pour vous faciliter le cours. Donc, ça sera ça, l'objectif principal de notre séance. Les objectifs 2 et 3 serviront essentiellement à la réalisation de l'objectif numéro 4. C'est-à-dire que pour moi, bien comprendre la définition des antibiotiques et bien comprendre les notions autour de la résistance aux antibiotiques sont nécessaires, mais pas suffisants néanmoins, pour comprendre le cours des antibiotiques. Et évidemment, à la fin, on fera une session de questions-réponses autour du cours. Donc, on va commencer tout d'abord par cette première partie qui visera à cerner la problématique existante autour du cours de la classification des antibiotiques et du cours d'antibiorésistance. Alors ça, c'est une planche que j'avais utilisée lors d'une conférence que j'avais animée en mai 2023 autour du concours d'accès au résidana en pharmacie, où je m'étais amusé à classer les cours qui m'avaient le plus cassé les pieds durant ma préparation du concours. Et c'est sans surprise que le cours des antibiotiques était le top 1 de cette liste. Alors, ça c'est surtout pour vous dire que moi-même, j'ai beaucoup galéré avec ce cours. Et j'ai continué à galérer avec ce cours, même en première année résidana, parce que première année résidana, on est censé faire le cours des antibiotiques, mais c'est à un autre niveau, c'est niveau résident, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est juste pour vous dire que la problématique, c'est-à-dire j'ai été moi-même victime de ce cours avant de vous proposer, Inch'Allah, aujourd'hui une approche qui vous permettra d'y faire face. Donc ça, je remets toujours le même, je l'avais mis hier, concernant la classification des céphalosporines, qui est très compliquée, surtout parce que les noms des céphalosporines se ressemblent. Alors, hier, on avait vu la planche concernant les incohérences les plus rencontrées, et j'avais parlé du point numéro 5, c'est le point élimination de cours. Alors, maintenant, je vous laisse la parole, je vous laisse avouer que vous avez déjà pensé à éliminer ce cours. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela en message ou là en prenant la parole directement? Est-ce que vous avez déjà pensé à éliminer ce cours? Très bien, alors on commence. Anis qui avoue, Manal. Je pense que tout le monde y a déjà pensé. Alors, l'élimination de cours dans ce cas, la raison de ça, c'est pas pour cause de charge ou là, c'est juste parce que on a vraiment beaucoup de mal à aborder le cours. Et ça, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, la problématique,
elle est vraiment liée à le cours. Je connais même des personnes, euh, les, elles ont passé le résidana et elles ont quand même éliminé le cours. Très bien, donc voilà, pharmacomicrobio, c'est toujours le même sort, élimination du cours à chaque fois. Alors le problème, c'est qu'on se retrouve même pas avec des professionnels de la santé qui ne maîtrisent pas les antibiotiques et ça commence essentiellement parce que le cours HADA, il a été fait d'une manière qui n'encourage pas à sa révision ou à sa compréhension. Alors, on va voir tout à l'heure, le point, il a un impact direct sur la résistance aux antibactériens. Donc, ça, c'était juste pour dire que, évidemment, je reviens sur cette photo que j'avais mis hier, élimination de cours égale lacune chez le praticien, et la lacune, l'antibiorésistance ou la prescription des antibiotiques, nous, on la voit tous les jours, et évidemment, ça nous porte préjudice. On va en parler au fur et à mesure de la présentation. Alors, c'était exactement ce que j'étais en train de dire. Donc, l'antibiorésistance, ici noté AMR, c'est un fléau qui commence à s'installer durablement parmi les problèmes de santé publique. Donc, vraiment, c'est une pandémie silencieuse qui s'installe au fur et à mesure. Là, en tant que praticien, je ne sais pas s'il y a des internes parmi nous, peut-être il y a des internes, mais vraiment, si vous êtes sur le terrain, vous voyez l'antibiorésistance qui augmente de jour en jour. Et c'est plus is coming, on la vit, on est en train de la vivre. On va voir tout à l'heure, Billy, ça commence surtout les amphis, et ça commence par une mauvaise compréhension du cours. Problème avec l'antibiorésistance, c'est que on est tous victimes, même si une partie est responsable. C'est-à-dire que pour ma part, même si j'essaye d'utiliser d'une manière raisonnable des antibiotiques, toute utilisation, tous mes usages d'antibiotiques peut avoir un impact sur moi, parce qu'en fait, mes usages d'antibiotiques, ils stimulent la résistance. Et la résistance, elle concerne les germes et non les humains. Ou les germes, malheureusement, ils peuvent se transmettre d'une personne à une autre. C'est-à-dire que si une personne utilise mal les antibiotiques, elle met en danger toute la communauté par ce mésusage. Et c'est ça la difficulté, ou là c'est un autre niveau de complexité de la problématique. Alors selon les prévisions de l'OMS, en 2050, les victimes de l'antibiorésistance, ou la mortalité due à l'antibiorésistance, dépassera la mortalité due au cancer. Ça c'est un chiffre qui est très effrayant, en sachant que 2050 c'est dans 25 ans. Donc, Inch'Allah, quand vous serez des praticiens confirmés, selon les prévisions, vous allez perdre vos patients beaucoup plus à cause de l'antibiorésistance que à cause des cancers. Alors ça, c'était le 10-year challenge qui était à un moment assez populaire sur les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez des antibiogrammes, ça on le vit quotidiennement. On a quotidiennement des antibiogrammes multi-R dus à cette résistance, à cette multirésistance. Alors, ce que je voulais mettre en exergue de la partie, c'est que, certes, il y a une difficulté pédagogique, mais en même temps, vous avez une responsabilité par rapport aux antibiotiques parce que, justement, le mésusage d'antibiotiques, il provient essentiellement d'une mauvaise compréhension des antibiotiques et ça va engendrer évidemment une antibiorésistance. Donc, si on réfléchit en termes de théorie du chaos, le fait d'éliminer le cours des antibiotiques de votre révision, ça va engendrer une succession d'événements qui va contribuer à l'antibiorésistance. C'est pour ça que j'en appelle à votre responsabilité. Alors, pourquoi donc élimine-t-on le cours des antibiotiques? Donc, d'un côté, vous avez tout ce contexte, mais malgré ça, il y a beaucoup d'étudiants qui éliminent le cours. Alors, évidemment, il y a une part de responsabilité de les enseignants. C'est que généralement, on ne vous donne pas envie d'étudier le cours. C'est un cours catalogue. Il fait des familles, il fait beaucoup d'informations, beaucoup de classifications. Donc, la plupart du temps, c'est aussi une erreur ou une faille de la pédagogie ou de l'enseignement. Donc, généralement, le cours des antibiotiques, vous le rencontrez en pharmaco, ça a été mentionné. Vous le rencontrez évidemment en microbio. Et dans les deux cas, c'est des cours qui sont extrêmement lents
Et évidemment, au début du cours, lorsque vous voyez one out of 200 ou la 100 diap, là, ça ne vous encourage pas forcément à suivre. Et le problème le plus rencontré, le plus souvent mentionné, c'est évidemment qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de classes, beaucoup de familles, beaucoup d'informations qui se ressemblent. Donc tout ça, ça n'encourage pas forcément l'apprentissage et la compréhension du cours. Généralement, les séances de cours, les antibiotiques, ça tourne rapidement à une lecture du PowerPoint qui dure des heures et des heures. Et à la fin, l'étudiant déjà qui sort de la séance, il a déjà une idée préconçue à le cours, il va l'éliminer. Alors maintenant, si on s'intéresse plus en détail à ce qui fait la complexité du cours, si on veut synthétiser. Donc évidemment, il y a le nombre d'antibiotiques important à étudier. La densité d'informations, c'est-à-dire déjà il y a un nombre important d'antibiotiques. Pour chaque antibiotique, vous êtes appelé à retenir un nombre incalculable d'informations. Il y a aussi pas mal de notions d'autres modules qui interviennent. Vous avez les notions de microbio évidemment, d'infectio, de pharmacologie, de biologie cellulaire, de biochimie. Donc, il y a de l'intersection de plusieurs disciplines. Évidemment, chez Kamel, on maîtrise les notions de base de les spécialités. Du coup, on a forcément du mal à comprendre. Il y a aussi une mauvaise compréhension de certaines bases de microbiologie médicale. Donc, le fait qu'il y ait une certaine notion limite ça va vous porter préjudice la compréhension du cours. Et évidemment, encore une fois, le problème, c'est la difficulté de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Donc, là, par exemple, j'ai pris une photo. Ça, c'est une classification des antibiotiques. Donc, vous voyez déjà, regarde la classification. Si je vous demande de la retenir, vous allez y passer énormément de temps. Et je suis sûr que vous n'allez pas forcément retenir les éléments les plus importants. Évidemment, à la fin, vous allez vous retrouver avec un mal de tête. Et tout ce contexte-là, il va, c'est-à-dire vous pousser à éliminer le cours. Alors maintenant, j'ai fait ma petite analyse sur la difficulté ou la complexité de ce cours. J'aimerais bien vous entendre. Est-ce que, c'est-à-dire pour vous, quels sont peut-être les éléments, vous les avez vécus qui sont le cours ou ça pourrait m'aider à vous orienter, c'est-à-dire d'une manière plus efficace. Donc j'aimerais vous entendre. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ça me ferait plaisir de vous entendre et d'interagir avec vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre expérience avec le cours des antibiotiques? Donc, si vous n'avez rien à rajouter, nous pouvons entreprendre la suite. Alors, toujours la même question, comment peut-on le réviser la veille? Alors, je vais essayer de vous proposer une méthode au fur et à mesure de la séance. En fait, le réviser la veille, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire, découvrir le cours la veille, c'est impossible. Ce que je vous conseillerais, et évidemment, ça sera ça le conseil important, c'est de préparer des fiches techniques. Donc, quand vous préparez vos fiches techniques à l'avance, vous pourrez les réviser la veille. Ça, on va en parler un peu plus tard. Je sais que vous avez souffert, je sais ce que c'est, et je vais essayer justement de vous proposer une méthode pour alléger de la charge mentale et émotionnelle autour de ce cours. Donc, pour les plus courageux d'entre vous, déjà le fait d'avoir accepté d'étudier le cours et de ne pas l'éliminer, c'est déjà une forme de courage. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire d'ici à la fin de la séance? Ça sera d'abord de vous donner des notions clés de compréhension, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une des choses que vous devez comprendre avant de passer à l'apprentissage et à la mémorisation. Avant de commencer à apprendre à mémoriser, il faut organiser les informations. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Durant la première partie, c'est de vous expliquer certaines choses. Je vais vous donner, c'est-à-dire ma méthodologie ou comment j'ai fait le cours. Alors, on va commencer, donc comme je vous l'ai dit, comme je viens de l'expliquer, par la partie compréhension. Donc, nous allons essayer maintenant
de faire des explications, de donner des explications sur les antibiotiques globalement et sur l'antibiorésistance. Alors, je vous pose maintenant la question, selon vous, qu'est-ce qu'un antibiotique? Alors, quels sont, si vous pouvez formuler ça sous forme de définition, ou là vous pouvez envoyer des mots-clés qui, selon vous, pourraient figurer dans la définition des antibiotiques. Alors, j'aimerais un peu d'interaction, si c'est possible, évidemment. Mais la séance ne تكونش sous forme de cours magistral. Donc, n'hésitez pas. Le but, ce n'est pas d'avoir une bonne réponse, c'est surtout d'interagir. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un antibiotique? Très bien, donc on a un terme, oui. On a le terme bactéricide, oui. C'est un terme intéressant. D'accord, donc on a Romaisa qui part beaucoup plus sur une définition galénique, principe actif et excipient. Très bien, donc on a une définition des substances qui agissent pour empêcher le développement des bactéries. Très bien. Très bien, oui, oui, c'est parfait, oui. Vous n'êtes pas très loin de la définition exacte, c'est très bien. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que antibiotique signifie antibactérien? Est-ce que ce sont deux synonymes? Est-ce que ce sont deux termes synonymes? Alors, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Alors, pas forcément, dans quel sens? Alors, on a beaucoup de oui, on a un non, pas forcément. Alors, pas forcément. Très bien. Alors déjà, on a une piste. C'est intéressant. Alors effectivement, certaines sources disent que le terme antibiotique, ça englobe antibactérien, antiparasitaire et antifongique. D'accord? Donc le terme antibiotique, c'est un terme qui est large, qui va agir sur, c'est-à-dire toute substance qui peut agir sur tous les micro-organismes, effectivement. Mais par habitude et par abus de langage, on utilise les termes antibactériens et antibiotiques d'une manière interchangeable. Donc, c'est déjà une première notion. Mais si vous voulez être précis, le terme antibactérien, il est plus exact. D'accord? Dans sa définition stricto sensu. Par contre, il y a d'autres sources qui disent que le terme antibiotique, il est réservé aux antibactériens ou là aux antimicrobiens issus d'une source naturelle. D'accord? Parce que, évidemment, vous le savez sans doute, on va en parler tout à l'heure, les antibiotiques peuvent être des substances naturelles, synthétiques ou les semi-synthétiques. Et c'est d'ailleurs ça la définition que nous allons retenir. D'accord? Les antibactériens ou les antibiotiques, ce sont des substances chimiques, naturelles, synthétiques ou les hémisynthétiques qui peuvent avoir une action sur les micro-organismes. Ça, c'est pour antibiotiques. Si on veut la définition de antibactérien, on enlève micro-organismes et on laisse sur les bactéries. D'accord? Donc ça, c'est juste pour que la définition soit précise dans vos têtes. Néanmoins, je précise, Billy, dans la plupart de vos manuels ou là, dans la plupart de vos cours, les termes antibiotiques et antibactériens sont utilisés de manière interchangeable. D'accord? C'est-à-dire que ils sont utilisés comme des synonymes. À l'habitude, le terme antibiotique s'est imposé à le terme antibactérien. D'accord? Mais vous devez garder quand même de la nuance en tête. Alors, on a la définition que je retiens pour antibiotique ou l'antibactérien. Je vais d'ailleurs les utiliser même d'une manière interchangeable durant la suite de la présentation. C'est toute substance naturelle, chimique ou semi-synthétique ayant des propriétés antibactériennes, donc qu'elles soient bactéricides ou la bactériostatique,
ayant une activité en milieu organique et avec une bonne absorption et une bonne diffusion dans l'organisme. هذه هي la définition. Donc vous avez le volet microbiologique et vous avez le volet pharmacologique. D'accord? Alors, là, je pose une question dont je vais donner la réponse un peu plus tard. Est-ce que toutes les substances qui ont une activité antibactérienne sont considérées comme des antibiotiques? Est-ce que toutes les substances qui peuvent tuer ou inhiber des bactéries peuvent être considérées comme des antibiotiques? Très bien. Nous avons des pas forcément, des oui. Alors, je vais répondre à cette question un peu plus tard. Donc, maintenant, je vous redonne la définition. D'accord? Je vous redonne cette définition. C'est une définition qui est plus condensée. Alors, je préfère celle-là. Mais, je vous donne la définition. Essayez de la lire et essayez de me dire quel est, selon vous, le mot-clé. Très bien nommé ça. C'est exactement ça, ce que je voulais, c'est-à-dire le point que je voulais, sur lequel je voulais insister. Alors, vous avez la définition, lisez-la bien et dites-moi selon vous quel est le mot-clé de cette définition. Donc, nous avons métabolisme, oui. Métabolisme. Très bien, Manal. Exactement. Spécifiquement. Alors, en fait, les antibiotiques, ce sont des substances qui ont une activité antibactérienne spécifique à une étape du métabolisme des micro-organismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une substance antibiotique, pour qu'elle soit qualifiée d'antibiotique, لازم يكون عندها une cible précise au niveau de la bactérie. Alors, quelles sont les cibles que vous connaissez? Vous avez la paroi, vous avez l'ADN, vous avez la synthèse protéique et vous avez la membrane cytoplasmique. Donc, là, c'est d'ailleurs une des façons de classer les antibiotiques. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Non, les substances qui ont une activité antibactérienne sont considérées comme des antibiotiques. Nous avons des contre-exemples, les antiseptiques et les désinfectants. Donc, on est d'accord que ce sont des substances qui ont une activité antibactérienne, mais ce ne sont pas considérés comme des antibiotiques pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ne sont pas tolérés par l'organisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les administrer par la voie générale. De l'eau de Javel, même si ça a une activité antibactérienne très puissante, ça ne peut pas être administré par la voie générale, en raison des innombrables effets indésirables que cela pourrait avoir. Deuxième raison, c'est parce que les antiseptiques et les désinfectants n'ont pas une cible spécifique. C'est-à-dire ce sont des molécules qui vont tout bonnement détruire le micro-organisme. D'accord? Les antiseptiques et les désinfectants, ont une cible spécifique. Ils vont pénétrer à l'intérieur du micro-organisme et ils vont le détruire généralement en générant des radicaux libres ou là ils vont détruire toute la bactérie. Donc une cible précise. Par contre, si vous donnez de l'augmentin, de l'amoxicilline plus acide clavulanique, ça va cibler la paroi de la bactérie. Donc ça, c'est une deuxième différence. Maintenant, c'est quoi la différence entre antiseptique et désinfectant? Antiseptique, c'est un produit qui a une activité antibactérienne ou antimicro-organisme destiné à être utilisé sur la peau et les muqueuses. Donc, par exemple, le gel hydroalcoolique que vous utilisez, c'est un antiseptique. Un désinfectant, c'est une substance qui a des propriétés contre les micro-organismes qui est destinée à éliminer les micro-organismes sur une surface ou là c'est-à-dire sur une surface inerte, mais c'est sur l'organisme. Donc, grosso modo, ce que vous devez garder, c'est que les antibiotiques, ça a une activité antibactérienne au milieu organique à l'intérieur de l'organisme, d'accord? Les antiseptiques, ça a une action, les antiseptiques et désinfectants, ça va avoir une action brutale et non spécifique
à la différence des antibiotiques qui ont une action spécifique. Un non spécifique, ça veut dire que ça va avoir plusieurs cibles. Et du coup, ça va détruire, c'est-à-dire ça peut détruire en même temps la paroi, l'ADN, les ribosomes, la membrane cytoplasmique. Par contre, l'antibiotique, non. L'antibiotique a une cible spécifique. Et la différence entre antiseptique et désinfectant, c'est que les antiseptiques, c'est destiné à être utilisé sur la peau et les muqueuses, et les désinfectants, c'est destiné à être utilisé sur une surface inerte. Donc là, je vous ai détaillé par exemple le mécanisme d'action de l'eau oxygénée, l'H2O2, qui peut être utilisé comme un antiseptique. Le mécanisme d'action de ça, c'est une dénaturation des protéines. Donc tout ce qui est protéines va être dénaturé. Les protéines de la membrane, les protéines de la paroi, les protéines des ribosomes, etc. Donc là, on a une action non spécifique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais le début de la pandémie Covid, Donald Trump avait proposé d'injecter l'eau de Javel dans le corps pour soigner le Covid. Donc, s'il avait suivi ses cours de microbiologie, lequel donne la différence entre un antibiotique et un désinfectant, il n'aurait pas proposé ça. Donc, ça, c'est vraiment pour définir où je vois un antibiotique. Alors, j'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était assez clair? Ça, c'est un élément très important pour la définition. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ces explications concernant la résistance aux antibiotiques. Alors, maintenant, on oublie les désinfectants et les antiseptiques, on se concentre sur les antibiotiques. Alors, maintenant, je vous pose une question. Je la pose à chaque fois. Qui a découvert les antibiotiques? C'est une question pas forcément de médecine, c'est une question de culture générale. Alors, qui a découvert les antibiotiques? Alors, ce n'est pas Louis Pasteur, même s'il a fait beaucoup de travaux en microbiologie. Très bien, c'est Alexander Fleming. Donc, Alexander Fleming, il a découvert les antibiotiques, évidemment. Je pense que vous connaissez l'histoire de découverte. Alexander Fleming, il a oublié une boîte de pétri ouverte. Il est parti en vacances. Et lorsqu'il est revenu, il a retrouvé des moisissures sur sa boîte de pétri. Donc, comme vous pouvez voir ici, les moisissures, ce que je suis en train de pointer avec le pointeur, elles ont poussé sur la boîte. Alors, ça vaudrait à n'importe quel résident de microbiologie de se faire crier dessus par son assistant ou son maître assistant parce que c'était de la négligence. On ne laisse jamais une boîte de pétri ouverte sur la paillasse, spécialement ou spécifiquement lorsqu'on part en vacances. Mais Alexander Fleming, lui, il a eu de la chance. C'est grâce à cette négligence qu'il a pu découvrir les antibiotiques. En fait, il s'est rendu compte que les flancs droits où les moisissures avaient poussé, la bactérie n'a pas poussé. Donc, il a émis une hypothèse. Il s'est dit, probablement, la moisissure, elle a synthétisé une substance qui avait une activité antibactérienne. Et c'était là qu'il avait émis l'hypothèse de l'existence de la pénicilline G. Alors, la pénicilline G, même elle a été purifiée et extraite et purifiée, et ça a valu, je pense qu'ils ont remporté un prix Nobel grâce à cette découverte. Alors, la découverte par hasard, découverte scientifique par hasard, elle est définie par un terme, c'est le terme sérendipité. Donc, la pénicilline, les antibiotiques ont été découverts par sérendipité, c'est-à-dire que Alexander Fleming, il faisait des travaux sur autre chose, il faisait des travaux sur ces bactéries, et par hasard, il a découvert les antibiotiques. Donc, c'est un mot que vous pouvez retenir, que vous pouvez utiliser, c'est toute découverte scientifique qui a été faite par hasard. Alors maintenant, je vous pose une autre question. J'ai toujours trouvé très bizarre que la première pénicilline qui a été découverte ait été nommée pénicilline G. Personnellement, je l'aurais peut-être nommé pénicilline A ou la pénicilline A ou quelque chose qui signifie un début. Alors, est-ce que
vous avez une idée sur pourquoi elle a été nommée pénicilline G? Ça, c'est une question, je ne sais pas si vous l'êtes déjà posée, mais là, je me suis posé la question, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la réponse. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Alors en fait, oui, justement, je sais que c'est écrit sur la diapo, je l'ai fait exprès pour que ça reste dans votre mémoire. Alors pénicilline G, c'est en référence à Gold Standard. Alors Gold Standard, c'est un terme qui est utilisé, le jargon médical, pour signifier quelque chose de référence. Donc lorsqu'on dit une technique Gold Standard, c'est une technique de référence. Donc en fait, la pénicilline G, elle a été nommée pénicilline G parce que c'était la pénicilline de référence. Et il y a la première qui a été découverte. Donc c'est quelque chose que vous devez retenir, vous devez connaître pour fixer le terme. Donc par exemple, l'information, elle vous permet de savoir que la première pénicilline à apprendre, c'est la pénicilline G. D'accord? Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous dire que la compréhension de certaines notions, elle peut vous aider à mieux mémoriser le cours. Alors maintenant, on passe à la deuxième grande question. Et il y a une nuance, faites attention. Donc on a dit qui a découvert les antibiotiques, c'est Alexander Fleming. Maintenant, je vous pose une autre question. Qui a inventé ou qui a créé les antibiotiques? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, toujours pas, même si Louis Pasteur a fait beaucoup de travaux en microbiologie, ce n'est pas lui qui a inventé les antibiotiques. Exactement. Alors, en fait, c'est pas les bactéries, mais c'est plus globalement les micro-organismes. En fait, Alexander Fleming, il n'a pas créé la pénicilline. Il n'a fait que la découvrir. C'était les moisissures qui avaient synthétisé la pénicilline G. Donc, en fait, les antibiotiques ont été inventés par les micro-organismes eux-mêmes. Donc, par exemple, tout ce qui est pénicilline et céphalosporine, ça a été inventé par des champignons. Tout ce qui est aminoside, on va le voir tout à l'heure, il y a le genre Streptomyces et le Bacillus, évidemment aussi c'est une bactérie, qui a créé une autre famille d'antibiotiques, on va en parler, c'est les polymyxines. Donc l'idée, c'est que donc le tableau il vous résume grosso modo certains antibiotiques et le micro-organisme qui les a synthétisés. En fait, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que extraire les antibiotiques et essayer de créer des molécules qui leur ressemblent pour synthétiser les antibiotiques que nous connaissons aujourd'hui. Mais toujours le précurseur, c'est-à-dire la première molécule, le chef de file, dans 99% des cas, c'était une molécule naturelle. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que l'homme n'a pas inventé les antibiotiques, il s'est inspiré des micro-organismes pour synthétiser les antibiotiques. Alors maintenant, je vous pose une question. Selon vous, pourquoi les champignons ou les bactéries ont eu recours à la synthèse de molécules avec une activité contre d'autres micro-organismes? Ça serait quoi c'est quoi le but de cette synthèse? Oui. Alors, flore intestinale, qu'est-ce que vous voulez dire par flore intestinale? Protection, oui, je prends. C'est exactement ça. En fait, les micro-organismes, c'est exactement ça, Anis, c'est un rapport d'adversité. En fait, les antibiotiques, c'est l'équivalent des armes entre les bactéries ou les micro-organismes. Donc, une boîte de pétri avec un milieu nutritif, c'est
comme si c'était du pétrole ou là, du gaz. C'est une source d'énergie. Donc, si une bactérie ou là, un champignon s'implante dans la boîte de pétri, elle va faire en sorte d'éliminer tous les adversaires ou les rivaux potentiels qui ont la source nutritive. C'est un peu la même chose chez les humains. Chacun essaye de s'accaparer les sources d'énergie. Et évidemment, il va mettre en place des moyens de protection. Donc, en fait, les bactéries ou les champignons ont commencé à synthétiser des substances pour se protéger. Maintenant, je vous pose une question. Si une bactérie synthétise un antibiotique, est-ce qu'elle ne va pas faire, enfin, est-ce qu'elle va faire en sorte, ou là, comment va-t-elle faire pour que l'antibiotique ne soit pas actif sur elle? Par exemple, disons, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, disons on a une bactérie, Streptomyces. Streptomyces qui va synthétiser, disons, le chloramphénicol. Si le Streptomyces il synthétise le chloramphénicol, ou le chloramphénicol va agir sur lui. Ce n'est pas une protection, c'est un suicide. Donc, comment la bactérie va faire pour éviter que les antibiotiques ne l'attaquent elle aussi? Ils vont inventer la résistance. En fait, les micro-organismes ont inventé en même temps les antibiotiques et la résistance. C'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire que la résistance, elle est directement liée à l'existence de l'antibiotique. C'est-à-dire que un antibiotique qui existe, toute substance avec une propriété antibiotique qui existe, il existe au moins une bactérie sur Terre qui a une résistance avec l'antibiotique. Est-ce que ce point est clair? Alors, même pas, on va développer. Les notions que vous avez citées sont toutes justes. Mutation, désactivation de gènes, développement de parois, ça c'est tout à fait vrai. Hadik, ça sera le support, c'est-à-dire comment. Mais l'idée de la présentation, c'est que à chaque fois qu'un antibiotique est synthétisé, gardez en tête que la résistance, elle apparaît directement. Elle va apparaître avec l'antibiotique. Et c'est ça ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que presque les antibiotiques qui existent sur le marché, ont des mécanismes de résistance chez les bactéries. Donc là, c'est bon, on a répondu à cette question. On a dit que c'était un rapport d'adversité. Les antibiotiques, c'était un moyen de protection. Alors, je vais vous donner un exemple à l'histoire de protection et cette histoire de résistance aussi. Alors, la colicine, c'est un antibiotique qui est très connu en milieu hospitalier. C'est un polypeptide de la famille des polymyxines du groupe E qui a été produit par le Bacillus polymixa. Alors, le Bacillus polymixa, vous le voyez ici, c'est un bacille à gram positif. Alors, le Bacillus polymixa, il produit la colicine, vous la voyez ici. C'est une grosse molécule qui a une activité antibactérienne. Alors, le mécanisme d'action de la colicine, elle va agir sur la membrane externe. Alors là, on est obligé de faire un petit rappel. En fait, comme vous le savez normalement, les grammes positifs, FESH, ils se distinguent des grammes négatifs, c'est par rapport à la paroi. Les grammes positifs ont une paroi riche en peptidoglycanes. Les grammes négatifs ont deux membranes. Une membrane interne et une membrane externe. Et entre les deux, il y a un espace périplasmatique qui contient du peptidoglycane. D'accord? Donc ça, c'est la structure des grammes positifs et des grammes négatifs. Alors le Bacillus polymixa, c'est un gramme positif. Il va synthétiser une substance qui va agir sur la membrane externe. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? C'est un gramme positif. Il va synthétiser une substance qui va agir sur une cible, la membrane externe, il n'a pas de membrane externe. Autrement dit, la colicine, elle ne va pas agir sur le Bacillus polymixa. Parce que la cible n'existe pas sur le Bacillus polymixa. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, c'est une forme de résistance. Alors, pour les autres, je vais répéter l'explication, mais est-ce que les autres m'ont suivi? Donc, je reprends.
Le bacillus polymixa, c'est un bacille à gram positif. Donc, la structure NTAO, il a du peptidoglycane et une membrane plasmatique. Il n'a pas de membrane externe. Vous la voyez, la membrane externe, il va synthétiser une molécule, il y a la colistine. La colistine, quelle est sa cible? Sa cible, c'est la membrane externe. Elle va pénétrer sur la membrane externe et elle va la déséquilibrer. Alors, la colistine, est-ce qu'elle va agir sur le bacillus polymixa lui-même? Non, parce que m'andouche une membrane externe. Elle va agir seulement sur les grammes négatifs. C'est-à-dire que le bacillus polymixa, il a inventé en même temps l'antibiotique ou la résistance à l'antibiotique. Parce que si on n'a pas la cible, il n'y a pas l'action. Est-ce que vous m'avez suivi? Très bien. Donc là, vous voyez que il y a une résistance qui est dite naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire une résistance naturelle? C'est-à-dire le bacillus polymixa. Alors, justement, en fait, il sait, on ne peut pas dire la bactérie sait, mais les bactéries, elles synthétisent beaucoup de substances. Les bactéries, elles ont une activité métabolique très importante. Alors, une fois, elle a pu synthétiser une substance qui agit sur les grammes négatifs. Du coup, avec le gène, il a été sélectionné. Parce que les bactéries qui ont synthétisé avec la substance, elles avaient un avantage à les autres bactéries qui ne la synthétisaient pas. Du coup, les bactéries qui ont avec le gène, ils ont pu persister dans le milieu. D'accord? Ce n'est pas une question de savoir ou de ne pas savoir. C'est une question de jette par des mutations avec la molécule. Comme elle donnait un avantage les bactéries, elle a été sélectionnée. D'accord? Mais bon, on a beaucoup plus un truc de biologie. C'est pas notre. J'ai répondu à votre question, mais ça, il ne faut pas trop se poser ce genre de questions. Ce n'est pas directement de la médecine. Mais on pourra en discuter après à la fin de la présentation. Juste, c'est-à-dire, ما نروحوش في des détails اللي ما يهموناش prioritairement. Donc, هنا, dans votre cours, نتوما واش غادي يكون عندكم كي تاخذوا la famille des polymyxines, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire spectre antibactérien, bacille à gram négatif ou la bactérie à gram négatif. Sont résistants à la polymyxine, les bactéries à gram positif. Alors maintenant, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la cible la polymyxine n'existe pas chez les grammes positifs. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair et ça vous facilite l'apprentissage ou la mémorisation de cette information. Je pense que après cette explication, vous n'allez plus oublier les polymyxines, c'est-à-dire la colistine, la famille de la colistine, ils n'ont pas d'action sur les grammes positifs. Est-ce que c'est clair? Alors, cette la planche, lequel me تكونوش فاهمين هاد la notion, غادي تجيو فيها تقولوا انا comment je sais بلي هاد l'antibiotique qui agit sur les grammes positifs ou les sur les grammes négatifs ou les sur les deux. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a une compréhension derrière. Est-ce que c'est clair pour cette notion? Est-ce que vous m'avez suivi? Alors, maintenant, donc ça, il y a de la question, on y a répondu. Qui a inventé la résistance? En fait, c'est les micro-organismes eux-mêmes. D'accord? Alors maintenant, on va parler plus en détail de la résistance. Alors, la résistance, on l'a définie, c'est le fait qu'une bactérie soit, c'est-à-dire ne soit pas sensible à un antibiotique. C'est-à-dire qu'avec l'antibiotique, il ne va pas avoir d'action sur la bactérie en question. Donc, on a vu un exemple avec la collicine, le bacillus polymixa. En fait, l'exemple que nous avons vu, c'est une résistance naturelle. Où je maintiens une résistance naturelle? Maintenant, le bacillus polymixa, naturellement, c'est-à-dire de la manière dont il existe naturellement, il est résistant à l'antibiotique. C'est-à-dire il n'a pas appris à résister. Mais il était résistant. Ça, c'est ce qu'on appelle une résistance naturelle. La résistance naturelle, c'est ce qui définit les spectres d'action. Ou c'est une résistance qui est stable. En Algérie, ou là en Chine, ou là en France, ou là aux États-Unis,
Les bacillus polymixa qui existent sont résistants à la colistine. Mais c'est quelque chose qui est stable dans le temps et dans l'espace. C'est ce qu'on appelle une résistance naturelle. L'antibiotique ما عندوش القدرة باش يلاجي على la bactérie هذيك. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une résistance naturelle. Alors, la résistance naturelle, عندها علاقة مع le chromosome bactérien. واش معناتها؟ معناتها la bactérie في التكوين الجيني نتاعها، c'est-à-dire في la configuration génétique نتاعها، عندها حاجة اللي تخليها elle résiste l'antibiotique. Donc, le bacillus polymixa, واش اللي يخليه résiste la colistine, c'est l'absence de membrane externe. D'accord? هذه هي la résistance naturelle. Alors, حنا les résistances naturelles, مع le temps, مع la pratique, on commence à les connaître. D'accord? Donc, on a comme quelques exemples et je vais vous expliquer les mécanismes de chaque résistance naturelle, c'est-à-dire vous allez y être confrontés. Alors, on a مثال, donc on a les mycoplasmes. Alors, les mycoplasmes, ce sont des bactéries qui n'ont pas de paroi. D'accord? Mais elles ont une paroi bactérienne. Alors, automatiquement, madame la paroi, tous les antibiotiques agissant sur la paroi n'ont aucune action sur les mycoplasmes. Alors, quels sont les antibiotiques agissant sur la paroi que vous connaissez? C'est les classes les plus connues. Vous avez les bêta-lactamines, tout ce qui est amoxicilline exactement, très bien. Vous avez les glycopeptides, la vancomycine, et vous avez la phosphomycine. Alors là, vous avez la photo qui met en évidence le point. Donc vous avez la vancomycine. Pourquoi c'est représenté de cette manière? Parce que c'est un antibiotique qui est très important et très puissant. Mais les mycoplasmes ne sont pas du tout impressionnés parce que maintenant je la cible. Automatiquement, l'antibiotique ne va pas agir. Donc, il y a une résistance naturelle par absence de la cible. واش معناتها؟ معناتها la bactérie ما عندهاش la cible نتاع l'antibiotique. Ce qui fait que l'antibiotique ne va pas agir dessus. C'est tout à fait logique. Donc, là, c'est un peu le résumé de ça. Beta-lactams can't inhibit your cell wall synthesis if you don't have a cell wall. C'est un peu ça la stratégie de résistance, et c'est ça ce que nous disent les mycoplasmes. On pourrait faire la même chose pour la colistine et le bacillus polymixa. La colistine ne peut pas inhiber ta membrane externe si tu n'as pas de membrane externe. Maintenant, le cas des bactéries qui ont la résistance naturelle, franchement, ça ne serait pas un problème. Le mouchkil, c'est que les bactéries peuvent apprendre à résister à certains antibiotiques. Wesh معناتها؟ معناتها عندنا une bactérie qui est sensible à un antibiotique. Mais avec le temps, avec l'exposition de l'antibiotique, elle peut apprendre à y résister. Et c'est ce qu'on appelle une résistance acquise. Les résistances acquises, elles vont évoluer dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, le Streptococcus pneumoniae, le début, c'est-à-dire avant la découverte des pénicillines, il était sensible aux pénicillines. Mais lorsqu'on a commencé à utiliser les pénicillines, qu'est-ce qui s'est passé? Par des mécanismes que vous avez cités tout à l'heure, maintenant la mutation, eh bien, les Streptococcus pneumoniae ont commencé à développer de la résistance. وهذا هو المشكل اللي تكلمنا عليه tout à l'heure. Si une personne utilise mal les antibiotiques, elle va augmenter la chance d'avoir des résistances. Et c'est ça le souci qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que NAS, comme elle utilise à tort et à travers les antibiotiques, les résistances acquises, eh bien, elles sont en continuelle expansion. Alors, les résistances acquises, ما عندهمش علاقة غير مع le chromosome, عندهم également علاقة مع du matériel génétique mobile. واش معناتها؟ Ça, je vais vous donner un exemple باش تجيو فاهميني. Alors, imaginez que dans un monde parallèle, vous avez un ami qui a les yeux bleus. تروحوا تهضروا معاه تقولوا له bon, moi aussi je veux avoir les yeux bleus, est-ce que tu peux m'aider? Alors, هذا l'ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une partie de son gène
qui code pour la couleur de ses yeux et il va vous le transmettre. Alors, chez les humains, c'est ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Mais chez les bactéries, ça existe. C'est-à-dire que si une bactérie apprend à résister à un antibiotique, elle peut faire apprendre aux autres bactéries à résister à l'antibiotique. D'accord? Et c'est ça ce qui pose un immense problème aujourd'hui pour la prise en charge des patients. C'est-à-dire que une bactérie dans le monde, elle apprend à synthétiser ou là, elle apprend à résister à un antibiotique, elle peut transmettre aux autres bactéries avec le gène de résistance ou avec l'élément génétique mobile qui leur permet de résister. C'est pour ça que je vous dis qu'on est tous concernés. Évidemment qu'il y a une communication. Il y a une immense communication entre les bactéries. Ça, on va l'expliquer tout à l'heure. D'accord? Alors, si on peut faire une analogie, il se passe entre les bactéries ce qui est en train de se passer fait la séance. Un an, j'ai subi le cours des antibiotiques. J'ai développé une manière de le réviser et aujourd'hui, je suis en train de la communiquer avec vous. En gros, c'est ce qui se passe chez les bactéries. C'est-à-dire qu'une bactérie, elle apprend à résister, elle va transmettre aux autres bactéries à résister. C'est un peu ça. De cette manière-là, je pense que c'est plus clair. Je vais revenir à ta question, Anis. Je vais l'expliquer plus en détail tout à l'heure. Alors, en fait, ce qui se passe entre les bactéries et les humains, c'est qu'il y a toujours un rapport d'adversité. C'est-à-dire que les bactéries sont les humains sont créatifs et à côté, les bactéries sont encore plus créatives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les bactéries avaient un peptidoglycane, une paroi constituée de peptidoglycane. Les scientifiques ont extrait et découvert des molécules agissant sur cette paroi. Les bactéries, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont développé des enzymes pour cliver les antibiotiques, ce qu'on appelle les bêta-lactamases. Alors en fait, les bactéries, comment elles ont appris à résister aux pénicillines ou aux céphalosporines? En synthétisant des enzymes. C'est-à-dire qu'il y a l'antibiotique, mettre les la cible, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer une enzyme qui va cliver avec la molécule. Et ensuite, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des inhibiteurs de bêta-lactamase. C'est le fameux acide clavulanique que vous connaissez en association avec l'amoxicilline pour donner l'augmentin. Donc là, vous avez toujours, c'est-à-dire innovation, innovation. Donc les bactéries sont créatives, les humains sont créatifs. Le problème, c'est que les bactéries, elles sont plus rapides que nous et elles sont plus nombreuses que nous. C'est-à-dire qu'elles auront toujours une avance sur nous. Même créer des antibiotiques, elles vont développer une résistance et elles vont nous, c'est-à-dire avoir un pas d'avance sur nous. الخلاصة واش لازم اللي تديو من هاد la partie, c'est que un antibiotique a une durée de vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui on synthétise une molécule antibiotique, il suffira de 20 à 25 ans pour les bactéries soient résistantes à l'antibiotique. Ou ça, c'est avec une excellente utilisation. C'est-à-dire si on utilise correctement les antibiotiques, on va quand même générer de la résistance. Mais le temps de la génération de la résistance, il sera plus lent. Si on utilise les antibiotiques à tort et à travers, en 5 ans, en 3 ans, on peut avoir une résistance. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Par exemple, avec la ciprofloxacine, le fameux ciprolan. Pour le Covid, on l'a utilisé à tort et à travers. Aujourd'hui, on a des taux incroyables de résistance à la ciprofloxacine. Alors que c'est un antibiotique qui est très important. Est-ce que le message est passé? C'est vraiment un point important. Vous êtes, en tant que futur professionnel de la santé, vous devez communiquer autour de vous. Vous devez sensibiliser à la problématique parce que croyez-moi, dans quelques années, vous allez avoir énormément de problèmes dans la prise en charge de vos patients à cause de ça. Déjà, même aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans ce sens. Alors, الكارثة الكبيرة وش هي, c'est que les résistances acquises هادو, elles peuvent être croisées. وش معناتها؟ معناتها باللي par un seul mécanisme de résistance,
il peut y avoir une résistance à plusieurs molécules d'une même famille. C'est-à-dire que une bactérie, elle développe une seule enzyme, mais elle va avoir une action sur plusieurs molécules d'une même famille. C'est-à-dire que si tu génères de la résistance, ça va générer une résistance pour plusieurs molécules en même temps. Ça, c'est dangereux. On a ce qu'on appelle les résistances associées, c'est-à-dire que les bactéries ont tendance, comme je vous l'ai expliqué, à s'échanger des gènes de résistance, ce qui fait que tu as pas mal de bactéries, plusieurs gènes de résistance pour plusieurs familles différentes. Et ce qu'on appelle les MDR ou les BMR en français, bactéries multirésistantes, ou bactéries hautement résistantes émergentes ou la bactérie hautement résistante. C'est-à-dire que ce sont des bactéries qui sont tellement résistantes aux antibiotiques qu'il y aura ce qu'on appelle une impasse thérapeutique. Une impasse thérapeutique, c'est une situation où le patient, on ne peut pas utiliser des antibiotiques avec le patient parce que tout simplement, toutes les molécules sont inefficaces. Ou malheureusement, on perd des patients, les services de réanimation, à cause de ce problème. D'accord? Ou le problème le mésusage des antibiotiques. Donc là, c'est juste pour vous citer quelques BMR et BHRE. On a les SARM, les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, la Cyanidobacter baumannii, le pseudo. Alors, vous allez les connaître durant votre pratique. Alors, la résistance associée, ce que j'avais dit, c'est que, c'est-à-dire que la même bactérie, résistante les bêta-lactamines, résistante les aminosides, résistante les fluoroquinolones, à l'âge, parce que comme je vous l'ai dit, les gènes de résistance s'échangent. C'est-à-dire que les bactéries, par exemple, vous échangez vos résumés, par exemple, vous avez le résumé à la microbio, vous avez le résumé à parasito, vous avez le résumé à la napate, vous les partagez sur un drive. Les bactéries, c'est ce qu'elles font. Elle développe pour les fluoroquinolones, elle va échanger ça avec une autre qui développe pour les bêta-lactamines, pour les macrolides, pour les glycopeptides, etc. Ou à la fin, on se retrouve avec des bactéries multirésistantes. وهذه كارثة كبيرة في la prise en charge des patients. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui génère la résistance, ce qui accélère la résistance, c'est le mésusage. Un antibiotique a une durée de vie. Un antibiotique, même si on l'utilise très raisonnablement, c'est entre 20 et 30 ans. Mais si on l'utilise mal, à partir de 5 ans, 10 ans, on commence à avoir des résistances. Parce que pour développer un antibiotique, il faut énormément de recherche et il faut énormément de budget. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire, on est face à un problème de multirésistance. Là, vous avez tous ces antibiotiques qui sont inactifs à la bactérie, à part Wahed. Là, on a quand même une alternative, mais vous avez des antibiogrammes où vous n'avez aucun antibiotique d'actif sur les bactéries. Alors maintenant, on va aller en détail sur cette problématique des résistances. Alors, on a ce qu'on appelle des résistances chromosomiques, c'est-à-dire des résistances qui ont une localisation chromosomique, les chromosomes. On a des résistances extra-chromosomiques. Ce sont des résistances où le gène de la résistance, il est issu d'un élément mobile, c'est-à-dire un élément qui a été reçu d'une autre bactérie. Alors, et c'est ça ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Alors, une bactérie, comment elle peut résister? Développer la résistance sans aucune aide. Comme j'ai fait avec le cours. C'est-à-dire que j'ai essayé des méthodes, une méthode pour le comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle la mutation. C'est-à-dire que j'ai modifié mon matériel génétique pour acquérir une résistance. Ça, c'est ce qu'on appelle la mutation. Le transfert génétique, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est-à-dire que je suis en train de vous transmettre la méthode pour que vous puissiez l'utiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle un transfert génétique. Alors, concernant c'est-à-dire ce qui se passe, en fait, il suffit qu'une seule bactérie développe une résistance pour que d'autres bactéries puissent développer la résistance.
D'accord? C'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire une personne تتعلم حاجة باش تقدر elle la propage. Et il y a un point important, c'est que les bactéries elles sont solidaires ما بيناتهم. Pas forcément le cas tout le temps des étudiants, mais chez les bactéries, croyez-moi, elles sont tout le temps solidaires. C'est-à-dire que وحدة فيهم تتعلم, elle va partager avec les autres. Donc je vous encourage vivement à partager entre vous la connaissance. S'il y a un d'entre vous qui est fort en microbio, il partage avec ses collègues et ses collègues partagent avec lui. Et c'est votre meilleure manière de résister à la pression de sélection du cursus. Ça, c'est peut-être une leçon de vie. Alors, concernant la communication avec les bactéries, pour revenir à ta question, Anis, les bactéries, elles peuvent échanger des gènes. On a ce qu'on appelle les mécanismes de transfert génétique. Donc, on en a plusieurs. On a ce qu'on appelle la conjugaison, la transformation. Donc, les bactéries peuvent carrément établir des ponts de communication, comme vous le voyez ici. La bactérie a un pont à travers ce qu'on appelle les pili sexuels et elle est en train de transférer du matériel génétique à une autre bactérie. On a ce qu'on appelle également la transformation, où une bactérie, elle va récupérer du matériel génétique libre issu d'une bactérie morte. C'est-à-dire une bactérie qui va mourir, elle va générer, ou elle va libérer son matériel génétique dans l'environnement, une autre bactérie va le capter. C'est ce qu'on appelle la transformation. Alors là, vous avez un résumé sur toutes les manières de communiquer avec les bactéries. Vous avez la conjugaison, d'accord? Et là, vous aviez la transformation, qui est le fait de capter du matériel génétique libre. Et vous avez ce qu'on appelle également la transduction. Alors la transduction, comment elle va se passer? Elle va se passer à travers ce qu'on appelle un bactériophage. Alors le bactériophage, c'est un virus qui va infecter une bactérie, qui va prendre son matériel génétique par erreur et qui va le transférer à une autre bactérie. Donc de cette manière-là, les gènes vont passer d'une bactérie à une autre. D'accord? Donc c'est juste pour illustrer comment les bactéries s'échangent les gènes. Ou les gènes qui sont échangés, ils vont contenir une manière de résister aux antibiotiques. Et c'est comme ça, pour répondre à ta question, Anis, c'est comme ça que communiquent les bactéries. Alors là aussi, vous avez donc un résumé de ce que j'étais en train de vous dire. Soit la mutation, donc une bactérie qui mute. Évidemment, une bactérie qui va muter, elle va pouvoir transférer d'une manière verticale et horizontale, c'est-à-dire vers sa descendance ou aussi vers les bactéries qui marquent l'environnement. Donc, on a évidemment, lorsque j'ai appris à utiliser les antibiotiques ou appris à les classer, évidemment, je vais transmettre ça à mes futurs enfants. Et en même temps, je suis en train de vous transmettre ça, vous qui êtes aujourd'hui mes étudiants. Donc, vous avez le transfert vertical et le transfert horizontal. Le transfert horizontal, c'est les modalités, les shfnahum. Vous avez la conjugaison, transformation et transduction. Alors, là, c'est pour vous dire, juste une petite remarque. Pour traiter la tuberculose, on utilise 4 antibiotiques. Tellement on a peur de la résistance qu'on est obligé de combiner 4 antibiotiques pour traiter la tuberculose. Vous allez le voir, le module de pneumologie, ça c'est une exception. C'est la seule infection bactérienne qui est traitée par une quadrithérapie parce qu'on a vraiment peur des résistances à la bactérie de la tuberculose qui est pour moi le champion ou la championne les résistances. Alors, maintenant, si on parle point de vue biochimique, le plan génétique, maintenant on détaille comment une bactérie développe de la résistance. En fait, c'est très simple. L'antibiothérapie, elle est basée sur le principe ligand-récepteur, c'est-à-dire que vous avez l'antibiotique et vous avez sa cible, la bactérie. Donc, pour générer de la résistance, la bactérie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut soit empêcher la cible de pénétrer à l'intérieur, ce qu'on appelle de l'imperméabilité, ou là, elle peut laisser l'antibiotique entrer et le faire sortir avec ce qu'on appelle un efflux. Il y a aussi l'inactivation enzymatique, c'est-à-dire l'antibiotique il troll, mais elle va l'inactiver avec une enzyme. On a ce qu'on appelle la modification de la cible. La modification de la cible, c'est-à-dire que l'antibiotique pénètre, mais qu'il hack la cible, il ne peut pas s'y fixer parce que la cible, elle a changé.
Donc là, vous avez les différents mécanismes résumés. Alors, c'est que les gènes اللي تكلمنا عليهم, par exemple, là, vous avez ce gène en orange, il va coder pour un mécanisme biochimique يكون واحد في هادو. Par exemple, une imperméabilité, c'est-à-dire que le gène, il va permettre à la bactérie de bloquer le passage de l'antibiotique à l'intérieur de son cytoplasme. Madame l'antibiotique mais plus d'action. Autre mécanisme, ça peut coder pour une pompe à effluves. La pompe à effluves, l'antibiotique, vous le voyez, il pénètre et il est directement éliminé. Donc là, l'antibiotique, il ne va pas pouvoir agir. Madame, il ne peut pas agir, c'est une résistance. Vous avez l'inactivation enzymatique. Donc les gènes, ça peut coder pour une enzyme. L'enzyme, elle peut cliver l'antibiotique. Clivage de l'antibiotique, pas d'action. Et on peut avoir une modification de la cible. Par exemple, l'antibiotique, il agit sur la paroi. La bactérie va modifier sa paroi de manière à ce que l'antibiotique ne peut plus se fixer à la paroi. Alors, quelques exemples, je te fais bien. Alors, par exemple, vous avez les pénicillines. Alors, les pénicillines, qui la classification de vous allez avoir pénicilline G, pénicilline V, pénicilline M. Pénicilline A, c'est l'amoxicilline. Alors, en fait, les pénicillines G, V et M, c'est des molécules qui sont volumineuses, de taille. Alors, le volume, la grande taille, elle va les empêcher de pénétrer à l'intérieur des bactéries à Gram négatif. Pourquoi? Parce que les bactéries à Gram négatif ont une membrane externe. Alors, je reviens à la planche de tout à l'heure. La membrane externe, vous la voyez ici. C'est une barrière. D'accord? Les Gram négatifs ont une barrière. C'est-à-dire, ont le peptidoglycane, vous le voyez ici. Ou ont la membrane externe. La membrane externe, elle va empêcher certains antibiotiques de pénétrer. Donc, c'est ce qu'on appelle une imperméabilité. C'est pour ça que la pénicilline G n'agit pas sur les Gram négatifs parce qu'elle ne peut pas pénétrer à l'intérieur. À l'âge, dû à sa taille, la membrane externe a dit qu'elle va la bloquer. Donc, c'est une résistance naturelle parce que les Gram négatifs ont une membrane externe, ça dit que la membrane externe elle va bloquer le passage de l'antibiotique. Un autre exemple, les pompes à effluves. Donc, vous voyez ici qu'il y a certaines bactéries qui ont des pompes à effluves. L'antibiotique, il pénètre, directement, il est viré à l'extérieur. Donc, pas d'action. D'accord? Donc, les pompes à effluves, par exemple, une bactérie a une pompe à effluves. Pompe à effluves, c'est une protéine. La protéine, elle vient d'un gène. Le gène, il peut être transféré à une autre bactérie. L'autre bactérie, elle capte le gène, elle l'utilise, elle synthétise une pompe à effluves. Elle dit que la pompe à effluves, elle lui fait acquérir une résistance. Donc là, c'est une résistance acquise. Nous avons évidemment aussi l'inactivation enzymatique. On a ce qu'on appelle les bêta-lactamases. Les bêta-lactamases, ce sont des enzymes qui vont cliver les bêta-lactamines. C'est-à-dire, la molécule antibiotique, elle est clivée par l'enzyme et du coup, elle ne va pas pouvoir agir. Concernant la modification de la cible, donc c'est-à-dire que l'antibiotique, il arrive à sa cible, mais il ne peut plus se fixer à l'EHA parce que sa cible a été changée. Ou madame la cible elle a changé, donc plus de fixation, plus d'action. C'est le cas par exemple de certains staphylocoques aureus qui vont modifier leur cible, qui vont modifier leur peptidoglycane de façon à ce que les bêta-lactamines ne peuvent plus agir. Alors, généralement, ça je l'ai expliqué tout à l'heure, on va pouvoir associer certains antibiotiques à des substances adjuvantes, qui ont par exemple des inhibiteurs de bêta-lactamase, comme l'acide clavulanique. L'acide clavulanique, il va bloquer la bêta-lactamase. La bêta-lactamase, elle ne va pas agir sur l'antibiotique. L'antibiotique, il va agir sur sa cible. Alors, le tableau, il résume un peu certaines résistances. Donc,
je vous ai expliqué la résistance à les bacilles à gram négatifs, mais les pénicillines, ça c'est une résistance naturelle due à une imperméabilité. D'accord? Pour les entérobactéries, leur principal mécanisme de résistance, c'est une inactivation enzymatique par développement de bêta-lactamase. Alors, je vais parler très rapidement de la détection de la résistance. Donc, au laboratoire, comment on apprend les résistances. Donc, déjà, au Shidero, Yahdou, les bactéries sont une espèce. Par exemple, on prend Bacillus polymixa. Les Bacillus polymixa qui existent, on essaye de prendre des échantillons évidemment, un échantillon en Chine, un en France, un en Algérie. On va tester la bactérie avec un antibiotique. Il y a plus de 90% des souches testées qui sont résistantes, on dit que c'est une résistance naturelle. Ou à l'inverse, il y a plus de 90% sont sensibles, on dit que c'est une souche sensible. Alors, au laboratoire, on a des tests que nous allons effectuer pour savoir si la bactérie est sensible ou résistante à un antibiotique. Alors, les tests, c'est les fameux antibiogrammes. Donc ça, vous connaissez sans doute. Une culture bactérienne avec un disque qui contient l'antibiotique. Si on a un diamètre, c'est sensible. Si on n'a pas de diamètre, c'est résistant, c'est-à-dire que l'antibiotique n'a pas tué la bactérie. Et le but, c'est de reproduire ce qui se passe dans l'organisme in vitro. Donc après, on vous sort les fameux antibiogrammes sensibles résistants. Sinon, on peut carrément chercher les gènes de résistance avec les techniques de PCR. Donc, chaque résistance a une relation avec un gène. On peut chercher la résistance avec un gène, avec la recherche évidemment du gène. Alors, est-ce que c'était clair pour la résistance en sachant que vous avez un cours sur l'antibiorésistance? D'accord? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Alors maintenant, on passe à la partie que vous attendez. Comment approcher le cours des antibiotiques? Alors, tout d'abord, avant d'attaquer le cours d'une manière verticale, la plupart des externes, تلقاهم champions في les pénicillines, champions في la vancomycine, mais les autres antibiotiques, ils ne les connaissent pas. علاش? Parce que في début تاع الكور يكونوا efficaces. يقدروا يقراو bien. بعد, plus le cours avance, plus ils commencent à éliminer des informations. Ou à la fin, carrément, ils éliminent des familles. Donc, ça, c'est une mauvaise méthode. La bonne méthode, c'est tout d'abord de classifier les antibiotiques. Alors, pour les classer, c'est simple. Comme tout d'abord, une classification selon le mécanisme d'action. Vous allez tout d'abord les antibiotiques qui vont agir sur la paroi. Alors, la classification que je vous propose, évidemment, tout à l'heure, je vais vous envoyer le support. Vous commencez tout d'abord par les classer. Donc, synthèse, mais plutôt antibiotiques agissant sur la synthèse. On a les bêta-lactamines et les non-bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, pénicilline, céphalosporine, monobactam, carbapenem. Les non-bêta-lactamines, nous avons les glycopeptides et les autres. Alors, les raham encadrés et soulignés, ce sont les médicaments les plus importants. D'accord? C'est-à-dire, ce sont les médicaments que vous allez rencontrer le plus durant votre pratique. Donc, une petite classification, sinon vous pouvez les utiliser directement. Donc, vous commencez tout d'abord par les classer. C'est des antibiotiques agissant sur la paroi. Ensuite, les antibiotiques agissant sur la membrane. Comme deux seulement, la colistine et la daptomycine, à connaître. Ensuite, comme les molécules agissant sur la synthèse protéique, ou les molécules agissant sur les ribosomes. Vous allez les classer. Quand ils agissent sur la sous-unité 30S, quand ils agissent sur la sous-unité 50S, ou quand les autres. Donc 30S, tétracycline aminoside. 50S, vous avez essentiellement les macrolides, les phénicolés et les oxazolidines. Alors ça, c'est à apprendre. قبل ما تبداو كاع le cours, قبل ما تروحوا تشوفوا واش فيه le polycope, vous devez connaître votre classification. Ensuite, on passe aux antibiotiques agissant sur les acides nucléiques.
vous avez les antibiotiques agissant sur les topoisomérases, quinolone, fluoroquinolone, et les antifolates, surtout les sulfamides. D'accord? Donc, hadi, vous le faites, vous le réorganisez. Si vous n'avez pas le temps, pour les personnes qui gagnent la veille, vous pouvez imprimer hadi ou tahafdo directement à partir de ce résumé. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Alors, deuxième étape, une fois que vous avez fini cela, تاخدوا chaque famille وحدها. Donc, vous commencez tout d'abord par les pénicillines. Donc, vous commencez par la classification et la structure des pénicillines. Donc, c'est bon à votre cours, vous allez l'écrire. Ensuite, le mécanisme d'action, modalité d'action, spectre d'action, données pharmacocinétiques, effets indésirables et autres. Alors, l'idée aussi, c'est qu'à la fin de votre révision, il y a comme des fiches techniques. Je maintiens une fiche technique, c'est-à-dire que vous avez comme la grande fiche technique avec la grande classification. Ensuite, pour chaque famille, vous avez une petite fiche technique fait les éléments suivants. Structure et classification, 2 points. Déroule les éléments dans la structure et la classification. C'est des éléments que vous allez trouver votre cours. D'accord? Donc, structure et classification. Donc, pour les bêta-lactamines, évidemment, gaffiهم le noyau bêta-lactame. Ou les pénicillines, fihom le noyau pénam. Donc, ça, vous allez retrouver votre cours. Donc, là, vous allez mettre des mots-clés, 2 points. Cycle bêta-lactame plus, ou là, plutôt cycle bêta-lactame, 2 points, cycle pénam. Ensuite, mécanisme d'action. Inhibition de la synthèse de la paroi. Modalité d'action. Vous allez mettre si c'est bactéricide ou bactériostatique. Spectre d'action et indication. Est-ce que ça agit sur les grammes positifs? Est-ce que ça agit sur les grammes négatifs? Est-ce que ça a un spectre étroit? Donc, il y a une action réelle sur les grammes plus ou sur les grammes moins, vous allez dire spectre étroit. Si ça a une action sur les deux, vous allez mettre spectre large. Vous mettez que des mots-clés. Dans la fiche technique, il y a comme des mots-clés. Donc, le cours, vous le synthétisez sous forme de fiche technique. Ensuite, données pharmacocinétiques. Absorption, distribution, métabolisme, élimination. Vous mettez des mots-clés. Alors, je vous donne un exemple sur une classe que nous avons vue tout à l'heure. Comme les polymyxines. On l'avait cité tout à l'heure. Alors, ça, c'est votre cours. Polymyxine. Alors, classification, vous mettez colistine, polymyxine B. Mécanisme d'action, vous mettez le mécanisme d'action, action sur la membrane externe des bactéries à grammes négatifs. Blocage du transport transmembranaire. Spectre d'action étroit, action sur les grammes négatifs. Résistance chez les grammes positifs, plus Proteus et Neisseria. Pharmacocinétique, mauvaise absorption par les cellules intestinales, pas de pénétration dans le foie. Indication, lésions cutanées non compliquées, cutanées superficielles infectées. Contre-indication, et s'il y a des effets indésirables, insuffisance rénale, allaitement. C'est tout. D'accord? À la fin, vous allez vous retrouver avec 10 ou 11 fiches techniques. Alors, une fois que vous avez vos fiches techniques, vous pourrez les réviser simplement la veille. D'accord? Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, vous pouvez réviser le cours des antibiotiques la veille, à condition qu'il connaisse comme des fiches techniques prêtes qui ont été préparées à l'avance. D'accord? Et n'hésitez pas, je vous encourage à vous échanger vos fiches techniques. C'est-à-dire que et après vous allez vous échanger les fiches techniques. Alors, quelques informations importantes le cours des antibiotiques que j'ai essayé de vous mettre sous forme de photos drôles. Alors, la phosphomycine, qui fait partie des antibiotiques agissant sur la synthèse de la paroi, les non-bêta-lactamines, les autres. C'est la phosphomycine. L'indication principale, c'est urinary tract infection, c'est-à-dire les infections urinaires. Donc, par exemple, la phosphomycine, indication, vous allez mettre infection urinaire, 3 croix. C'est-à-dire c'est une information importante. Alors, pour la vancomycine,
Parmi les effets indésirables, nous avons ce qu'on appelle le syndrome de l'homme rouge ou le Redman syndrome. Alors, le Redman syndrome, vous allez le mettre ici. Effet indésirable, la fiche technique vancomycine, pour dire que c'est un effet indésirable spécifique à la vancomycine. Alors, c'est un effet indésirable qui est rencontré lorsque la vancomycine, elle est administrée à un taux ou à une vitesse importante. La vancomycine, elle doit être administrée par la seringue électrique. C'est un dispositif qui fait l'administration tout doucement. Sinon, on risque d'avoir un syndrome de l'homme rouge. Un autre point important concernant maintenant la pharmacocinétique. Alors, les fluoroquinolones et les tétracyclines, si ils sont complexés par des cations, on ne va pas avoir une absorption de taham. Donc, parmi les éléments de la pharmacocinétique, les fluoroquinolones et les tétracyclines doivent être pris à distance des produits laitiers qui sont riches en calcium. Pourquoi? Parce que le calcium, il va complexer les fluoroquinolones et tétracyclines. Donc, on aura un risque d'échec thérapeutique par absence d'absorption. Donc, l'idée aussi, c'est que les familles, essayez de voir les caractéristiques. ما تروحوش تقراو كلش en détail. كي تشوفوا هكذا une caractéristique, généralement les enseignants واش يديروا لكم يكتبوها لكم en gras ou la soulignent. Donc, vous la mettez votre fiche technique. Évidemment, je clôture la partie en vous disant on peut combattre la résistance par la connaissance. C'est-à-dire que quitte qu'on note le cours des antibiotiques, vous êtes en train de rendre un service à votre communauté parce que une bonne connaissance des antibiotiques est le meilleur outil pour combattre la résistance. Est-ce que c'est clair pour l'approche? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est-à-dire, vous avez essayé de faire le cours. Est-ce que vous avez essayé de cette manière? Est-ce que vous avez votre propre manière? Alors, les infections à répétition sont une cause de la résistance. D'une manière indirecte. D'une manière indirecte, à l'âge, parce que infection à répétition veut dire traitement à répétition, la plupart du temps. À chaque fois qu'on traite, on stimule la résistance. Donc, indirectement, je vous dirais oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux poser une question? Oui, oui, je vous écoute, allez-y. Alors, j'ai pas encore fait le cours en microbio, Oui, mais quand j'étais en pharmaco, est-ce que j'avais un problème par rapport à l'utilisation des antibiotiques? Genre, j'ai pas su les antibiotiques à usage courant, on va dire. Voilà, j'ai juste su que, par exemple, la vancomycine et teicoplanin ont un usage hospitalier, Oui. mais à part ça, j'ai pas un ordre, genre, par rapport à plus tard, lors de la pratique, je sais pas exactement quel antibiotique on utilise vraiment et lesquels on évite ou bien ils ont un usage plus restreint. Très bien. Alors, en fait, c'est une excellente question. Alors, je vais essayer de vous répondre. Bon, je vais répartir ma réponse en deux volets. Alors, je vais tout d'abord vous dire le principe. En bas, je vais vous dire ce qui se fait en pratique. En fait, les antibiotiques qui sont réservés à l'usage hospitalier sont des antibiotiques précieux. À l'âge. Parce que comme je vous ai dit, les antibiotiques ont une durée de vie. Si un antibiotique, on le laisse, les cas exceptionnels, ou on l'utilise rarement, la résistance elle va être faible. C'est pour ça que, par exemple, la vancomycine, la teicoplanin, on les laisse à l'usage hospitalier, parce que c'est des antibiotiques importants pour le traitement des grammes positifs. C'est-à-dire que généralement, qui n'a pas les grammes positifs, on tente la vancomycine. Donc, c'est pour ça qu'on ne les laisse pas les officines, parce qu'il y aura un risque de mésusage. Du coup, on les laisse l'usage hospitalier.
Maintenant, concernant vos habitudes de prescription. En fait, durant votre cursus, vous allez les modules de pneumologie, le module d'infectieux, module de réanimation, normalement, vous allez faire un, oui, je pense que vous allez faire les UMC, les situations de réanimation. Avec le moment, on va vous donner des recommandations. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Les recommandations, par exemple, le traitement d'une angine, c'est de donner de l'amoxicilline. Alors, les recommandations, elles sont issues des études bactériologiques qui ont été faites. Les angines sont causées par les streptocoques. Les streptocoques sont à 99% sensibles à l'amoxicilline, donc on traite avec de l'amoxicilline. Mais généralement, nous, en tant que médecin, on va surtout vous donner des recommandations. Par exemple, vous êtes face à une otite moyenne aiguë. Si le patient n'était pas hospitalisé ou si le patient est un enfant, je dis n'importe quoi, juste vous utilisez de l'amoxicilline à telle dose. D'accord? Mais vous devez savoir que les recommandations, ils sont issus des études microbiologiques que nous, spécialistes en microbio, on est censé réaliser. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, donc c'est pendant le cursus qu'on va... Exactement, exactement. Voilà. C'est ça. La pharmaco ou la microbio, vous êtes censé apprendre les bases de qu'est-ce qu'un antibiotique, comment on utilise un antibiotique, comment agit un antibiotique. Après, durant vos modules, les règles de prescription des antibiotiques. Mais pour bien saisir les règles, il faut bien avoir assimilé les principes. J'espère que c'était clair. Oui, merci beaucoup, docteur. Pas de souci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer la séance. C'était un plaisir d'être parmi vous encore une fois. Si vous avez des questions, je reste toujours joignable en compte Instagram, Apothecary Wisdom. Voici le code QR. Je vous encourage à me suivre et à me solliciter si vous avez besoin d'aide. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous pouvons clôturer notre séance.